Et si je vous disais que la ardoise de 37 000 milliards de dollars N est pas un problème on va de résoudre, mais une dette qu'on s'apprête à effacer, en vous dépouillant gentiment, légalement, et sans que vous compreniez ce qui s'est passé? D'où regardez-vous? Restez, abonnez-vous, parce que la vérité ne sera pas servie dans les gros titres. On vous parle d'austérité, d'impôts, de croissance. On ne vous dit pas qu'il existe une autre option, plus propre, plus comptable, plus politique. Réévaluer des réserves stratégiques, or et crypto, pour redéfinir la valeur du dollar et par conséquent la valeur réelle de la dette. Résultat, la dette nominale reste, mais sa charge réelle s'effondre. Vous perdez du pouvoir d'achat, eux, ils gagnent de la marge. La coïncidence N et me n'existe pas ici. La dette fédérale américaine vient, atteindre des sommets historiques, autour de 37 000 milliards, et les paiements des intérêts pèsent désormais plus lourd qu'avant. C'est un fait qui change tout le cadre politique et économique. Retour rapide dans l'histoire. En 1933-1934, les États-Unis ont mangé le même plat, sous un autre emballage. Le gouvernement a confisqué ou centralisé l'or, a changé le prix officiel, et du jour au lendemain, beaucoup de dettes publiques ont été allégées en termes réels, pendant que épargne privée, perdait du pouvoir des achats. Ça vous rappelle quelque chose? 3 éléments à retenir. Contrôle de la monnaie, contrôle des prix officiels d'un actif que l'État détient, et timing, crise, mesure extraordinaire. Ça vous rappelle quelque chose? Ça vous rappelle quelque chose? Aujourd'hui, la technique est modernisée. On parle moins de unification mécanique autour d'un lingot et plus un panier stratégique. Bitcoin pour la narration futuriste, or pour la légitimité historique. Ce N est pas de la spéculation naïve. Il existe désormais des textes et des actes publics qui créent la structure une réserve stratégique de crypto. Un cadre où le Trésor peut centraliser, valoriser et annoncer des prix comptables pour des actifs numériques saisis ou acquis. Ordre exécutif sur la création un stratégique Bitcoin réserve et des projets de loi pour formaliser cette réserve ne sont pas des rumeurs. Ils existent dans la sphère publique. Maintenant, le mécanisme clé, et écoutez bien, imaginez, État détient de grandes quantités un actif, hors Bitcoin, mais évalue au prix statutaire sur ses livres, qui peut être très bas. Puis, au moment opportun, annonce une nouvelle valorisation comptable. Le gain N n'est pas une vente immédiate sur le marché. CE est une création de valeur sur le bilan public. Si ce gain est suffisamment grand, il compense une partie de la dette sur le papier. Le montant réel de la dette nominale ne disparaît pas magiquement, mais son poids réel, mesuré par ce que représente un dollar, s'effondre. Un point technique souvent ignoré, or détenu par le gouvernement, est comptabilisé à un prix statutaire inchangé depuis les années 1970. Pourquoi c'est terrifiant? Parce qu'une revalorisation officielle d'un actif détenu massivement par l'État implique automatiquement une redéfinition du dollar. Si vous dites que l'or ou le Bitcoin valent X fois plus dans la comptabilité publique, soit le marché suit, soit le dollar s'effondre par rapport à ses actifs. Dans les deux cas, les détenteurs de dollars et d'obligations voient leur richesse réelle se dégonfler. C'est une expropriation indirecte. Vous êtes remboursé en dollars qui valent beaucoup moins demain. Et oui, cela se fait légalement par des textes, des ordres et des narratifs de stabilité. Le basculement ne se fait pas en une journée. Il y a une phase d'accumulation, une phase de crise, justifiant l'action extraordinaire, puis l'annonce et la réévaluation qui font basculer la perception du marché. Ce montage, accumulation silencieuse plus, narratif public plus revalorisation comptable, est la combinaison la plus dangereuse parce que elle conserve, sa apparence de légitimité. Et ça, c'est le cœur du complot légalisé. Je vous ai donné le mécanisme. Dans la suite, je vais nommer précisément les acteurs, détailler les chiffres, combien de Bitcoin l'État contrôle aujourd'hui, combien d'or il détient, en tonnes et en onces. Et surtout, je vais vous montrer la mathématique froide. Comment une revalorisation ciblée peut réduire la charge réelle une dette de dizaines de milliers de milliards. Vous n'allez pas croire le nom. Vous croyez connaître l'histoire économique moderne? Non. Vous n'avez vu que la surface. Laissez-moi vous ramener là où tout a réellement commencé.
dans un passé qui ressemble étrangement à notre présent, au point de donner la chair de poule. Imaginez un pays exsangue, étranglé par son propre crédit, piégé par les promesses qu'il n'a plus les moyens de tenir. Maintenant, remontez en 1933. L'Amérique vacille. L'or quitte le pays comme l'eau fuit une coque fissurée. Le gouvernement panique, et en une seule signature, la propriété privée d'or est bannie, l'or est centralisé, le prix est réécrit. En quelques lignes sur du papier officiel, la richesse réelle est déplacée des citoyens vers l'État. Une opération chirurgicale. Ça vous rappelle quelque chose? Aujourd'hui, on n'a plus besoin de perquisitionner les coffres des particuliers. Pas besoin d'envoyer des agents chez les gens comme en 1933. La modernité a offert mieux. Un système numérique, des portefeuilles électroniques, des infrastructures déjà sous surveillance. Un environnement où l'État peut méticuleusement récolter, geler, centraliser, repositionner des actifs, sans provoquer le moindre scandale visible. Le parallèle est glaçant. Une dette gigantesque. Une monnaie fragile. Un public inquiet. Un actif détenu massivement par l'État mais sous-évalué dans les livres comptables. Une crise qui sert d'excuse. Ça vous rappelle quelque chose? Bien sûr que oui. L'histoire ne se répète pas. Elle change juste de masque. Et aujourd'hui, le masque est technologique. On ne parle plus de wagons remplis d'or. On parle de serveurs, de cold wallet, d'actifs numériques saisis, stockés, accumulés sous prétexte d'enquête ou d'amende. Rien d'illégal. Rien de visible. Rien qui alerte la foule. Mais derrière cette façade respectable, un autre fil se tisse. La construction d'un système parallèle. Un système qui n'a pas besoin d'être intégré au dollar. Un système qui attend son moment, son déclencheur, son reset. Laissez-moi être clair. Les grandes transformations financières ne surgissent jamais d'un débat tranquille ou d'une conférence paisible. Elles surgissent d'un choc. Dans les années 30, c'était une dépression. Dans les années 70, c'était l'inflation qui dévorait le pays. Dans notre scénario, le choc, c'est la dette. Une dette si large qu'elle déforme la politique. Une dette si lourde qu'elle tord les priorités. Une dette qui force les décideurs à chercher un bouton rouge discret, un shortcut. Et est ici que là entre en scène la pièce maîtresse du récit. La décision qui change tout, celle qui transforme une crise budgétaire en opportunité comptable. Vous l'avez sous les yeux. L'État accumule silencieusement des actifs alternatifs, totalement détachés du dollar. Il ne les achète pas au grand jour, il les capture, il les transfère, il les recycle à travers des circuits administratifs. Puis, au moment où les marchés tremblent, où les taux montent, où les discussions sur la soutenabilité deviennent trop bruyantes, il suffit d'annoncer qu'une partie de ces actifs va être réévaluée, réinterprétée, activée, dans une nouvelle architecture comptable. Le public croit à un geste technique. Les experts y voient une innovation monétaire. Mais vous voyez le vrai mouvement. Car derrière ce rideau technocratique, un seul objectif, réduire le poids réel de la dette par la revalorisation des actifs que seul État contrôle, pendant que la monnaie dans la poche du citoyen perd de sa substance. Et croyez-moi, le nom de l'homme qui déclenche cette opération dans notre récit? Vous n'allez pas le croire. Vous pensez encore que ce scénario repose sur des décisions anonymes, des décrets obscurs, des formules comptables écrites dans des salles de réunion poussiéreuses? Non. Dans toute opération de restructuration monétaire, il y a toujours quelqu'un qui appuie sur le bouton. Toujours. Et dans notre récit, ce bouton n'est pas actionné par des économistes. Il est actionné par des stratèges. Des joueurs d'échecs qui comprennent que la puissance ne se conserve pas, elle se protège, elle s'achète, elle se reconstruit quand tout s'effondre autour. Voilà pourquoi le mécanisme que vous allez découvrir est la clé de voûte de tout ce scénario. Ce n'est pas la réévaluation qui est choquante. Ce n'est pas la dévaluation silencieuse. C'est la personne qui donne l'ordre, celle qui prend la responsabilité politique de faire basculer la valeur de la monnaie. Et vous n'allez pas croire le nom, pas parce qu'il est surprenant, mais parce qu'il est évident. Trop évident. Le genre de nom qui, une fois prononcé, fait dire « évidemment ». Qui d'autre? Mais avant de prononcer ce nom, il faut comprendre quelque chose de fondamental. Un reset monétaire N est jamais présenté comme un reset. Jamais.
Il est présenté comme une réforme, une modernisation, une mise à jour indispensable pour protéger les citoyens. Il commence par des mots calibrés, stabilité, sécurité, innovation. Et il se termine en silence. Vous vous réveillez un matin et votre argent vaut moins. Vos économies ont fondu. Votre futur a été resserré comme une ceinture trop courte. Dans notre scène suivante, tout bascule en une seule conférence de presse. Le décor est parfait. Volatilité des marchés, tensions internationales, menaces de shutdown. Hausse brutale des taux fictifs dans notre scénario. Le pays tremble, et le narratif officiel bascule du problème à la solution. Une solution historique. Une solution courageuse. La solution la plus ancienne et la plus dangereuse de toutes, changer la définition même de la monnaie. Et voici comment il vous l'explique. Nous allons renforcer la crédibilité de notre système. Nous allons garantir la stabilité de long terme. Nous allons moderniser nos réserves stratégiques pour protéger la nation. Traduction. On revalorise les actifs qu'on détient. On dévalorise ceux que vous détenez. On vous sourit pendant qu'on vous vide les poches. C'est ici que le mécanisme complet se déploie. Écoutez bien. L'État, dans notre récit, détient déjà des quantités massives d'actifs alternatifs, or sous-évalués. Crypto accumulés discrètement, réserves numériques saisies au fil des années. Ces actifs dorment dans les profondeurs du bilan, invisibles du public. Et pourtant, ils sont la pierre angulaire de ce qui vient. Le plan se déroule en 3 temps. 1. Accumuler sans trop attirer l'attention. On stocke, on saisit, on restructure. Chaque lingot, chaque unité numérique saisie devient un futur levier. C'est long, minutieux, bureaucratique, mais extrêmement efficace. Attendre le moment de fragilité. Une tension financière, une crise politique, un plafond de dette, un marché obligataire nerveux. Ce moment n'est pas craint, il est nécessaire. Un reset ne peut se justifier que sous pression. 3. Renommer la réalité. Pas la modifier, pas la réinventer, la renommer. Changer quelques lignes dans les annexes comptables. Réévaluer la valeur d'un actif clé. Et à travers cette simple mise à jour, faire fondre la dette réelle du pays, tout en créant un gouffre sous vos pieds. Vous avez entendu ce mot 1000 fois, inflation. Mais dans un reset, ce n'est pas une maladie, c'est un outil. La chaleur nécessaire pour dissoudre l'ardoise, sans brûler les doigts de ceux qui tiennent le chalumeau. Et voici le twist final, le plus violent, le plus dérangeant. La dette ne disparaît pas dans notre scénario. C'est vous qui la payez, pas par l'impôt, pas par un chèque, par l'érosion de votre vie, par les prix qui montent, par les salaires qui stagnent, par les économies qui perdent leur valeur comme du sable qui s'échappe des rues, une main tremblante. Le vrai secret d'un reset, ce n'est pas la technique, ce n'est pas la stratégie, ce n'est pas la loi, c'est l'illusion. L'illusion que tout va bien, que tout est sous contrôle, que c'était nécessaire. L'illusion que vous êtes victime d'un cycle économique, alors que vous êtes victime d'une décision humaine. Maintenant, je vous l'ai promis. Le nom. Celui qui déclenche l'opération dans ce récit, celui qui valide la réévaluation, celui qui transforme une crise en renaissance politique, vous n'allez pas croire le nom.